Délicieuse terreur. Délicieuse terreur, l'émission qui vous fait mourir de peur sans jamais vous tuer. Inondation, une histoire dédiée à tous les plombiers du monde. Écrite et racontée par Laurette, mise en onde par Jérémy Lucas et avec le concours de Sébastien Charles Fournil de la Compagnie d'un soir. Bonne écoute et méfiez-vous de l'eau qui dort. Journal de Gédéon Vlatko, 10 juillet. La Wellington m'a amené une gamine aujourd'hui. Soi-disant que ça m'aidera à passer le cap. Je suis, d'après elle, beaucoup trop seul depuis que Cynthia a trépassé. Si cette vieille bique de Margaret Wellington savait. Je n'ai jamais été plus libre et heureux que depuis que Cynthia est crevée. La petite s'appelle Anne-Marie. Elle n'a pas l'air bien dégourdie. Des yeux comme des soucoupes et un air particulièrement niais. Je ne suis même pas sûr de pouvoir lui apprendre à jouer aux échecs. 15 juillet. Cette souillon d'Anne-Marie est installée dans la chambre du 2e étage, juste au-dessus de la mienne. Pour égrener mes nuits d'insomnie, je tambourine grâce à ma canne dans le faux plafond, avec une régularité implacable, juste histoire de dégourdir un peu cette mijaurée. À minuit, 3 heures et 6 heures, en prétextant toujours le besoin urgent d'une camomille. Ça me réjouit de la contempler autant que ça l'épuise elle, de m'apporter 3 fois par nuit le précieux breuvage, que je vide ensuite consciencieusement dans les plantes vertes. Je suppute que cette gamine est complètement demeurée. Elle ne sait que sursauter et pousser des cris d'oiseaux effarouchés dès que je lui ordonne quelque chose. J'aime par-dessus tout l'effrayer en entrant brusquement, à pas de loup dans les pièces. 20 juillet. Anne-Marie est définitivement trop stupide pour apprendre à jouer aux échecs. Ça ne m'amuse même plus de la traquer dans la maison. Elle est décidément trop idiote. Elle sait à peine faire la cuisine. J'en viendrais presque à regretter Cynthia. 24 juillet. Cet animal apeuré me tape littéralement sur les nerfs. Anne-Marie est tellement prévisible. L'autre jour, je me suis glissé comme un serpent dans la cuisine pour lui pincer la taille sans ménagement, alors qu'elle découpait des carottes. Dans un sursaut de terreur, elle s'est entamée l'index gauche. Le sang a pissé au-dessus des carottes dans le saladier. Les légumes, déjà râpés, ont pris une belle teinte pourpre orangée. Les doigts, ça saigne beaucoup. Anne-Marie geignait lamentablement en tentant d'arrêter l'afflux d'hémoglobine qui dévalait sur ma pitance. J'ai exigé qu'elle me serve au dîner les crudités en l'état. J'ai dévoré le plat assaisonné de son propre sang, avec délectation, sous ses yeux horrifiés de dégoût. Mais maintenant, tout ça me paraît surfait. C'est à peine divertissant. Je m'ennuie tellement. 25 juillet. Anne-Marie est ridicule. Ce soir, en fouillant dans sa chambre, j'ai découvert, pendant qu'elle finissait la vaisselle du dîner, qu'elle a dissimulé sa valise gonflée à bloc sous l'armoire de son cabinet de toilette. Au passage, elle compte emporter la collection complète de mes petites cuillères en argent. Je pressens qu'elle tentera de me fausser compagnie cette nuit. Cette fois, grâce à ce rebondissement imprévu, chère petite Anne-Marie, la traque devient beaucoup plus intéressante. Je n'ai pourtant aucun doute sur l'identité du vainqueur. 26 juillet. Aujourd'hui, je l'ai annoncé au téléphone à Margaret, la voix pleine d'émotion. Anne-Marie s'est enfuie, il y a 2 jours. Inutile d'embrumer la tête de cette pie en lui expliquant que la boniche est enterrée au fond du domaine après une course-poursuite nocturne fort délectable. J'ai quand même récupéré mon argenterie avant de les balancer, elle et sa valise dans le trou. Oui, c'est vraiment inutile de semer la confusion dans l'esprit déjà dérangé de cette chouette décatie de Wellington. Et puis, je ne souhaite en aucun cas achever ma retraite au pénitencier d'État à 350 km d'ici. Bien au contraire. J'aimerais mourir tranquillement dans mon lit, comme ma chère et tendre Cynthia. À la différence près que, contrairement à ce que j'ai accompli pour me délivrer de mon adorable épouse, personne n'appliquera férocement d'oreiller sur mon visage. Qui pourrait bien vouloir hâter le dernier souffle d'un paisible vieux comme moi, maintenant que Cynthia et Anne-Marie nous ont quittés?
Miss Margaret Willington chausse ses lunettes avec un air de conspiration, puis soupire les yeux au ciel. Cher Vittorio, il va sans dire qu'une chambre avec salle de bain privée dans la villa de Monsieur Vlatko est une opportunité incroyable. Vraiment incroyable. Vous n'aurez aucun loyer à payer, en plus d'un accès illimité au jardin et aux immenses appartements. Pour le mériter, il suffit simplement de vous acquitter de quelques menus travaux d'entretien au domaine. Il s'agit de cuisiner un peu pour ce cher Monsieur Vlatko, de faire du menu ménage et bien sûr de lui tenir de temps à autre compagnie. Car notre cher, très cher Gédéon lutte désespérément contre la solitude depuis la terrible disparition de sa délicieuse moitié. Sur ces entrefaits, elle renifle bruyamment dans un mouchoir douteux roulé en boule dans sa manche qu'elle a extirpé comme par magie. Ses lunettes glissent dangereusement de son nez, tandis que malgré ses paroles larmoyantes, ses yeux restent secs. Elle attend. Un silence de quelques secondes plane. Il n'en faut pas moins pour que le piège se referme. Face à cette vieille fille rabougrie, Vittorio Messini, qui s'appelle en réalité Adil El Farik, reste quoi ? En effet, son beau visage méditerranéen lui permet d'endosser sans encombre toutes sortes de nationalités. Aujourd'hui, il est italien et la dette qu'il a contractée auprès du faussaire chevronné, auteur de ces faux papiers d'identité, ne lui donne pas le loisir de refuser la proposition de cette toupie à lunettes. Il est aux abois. Tu parles d'un Eldorado ? Lui qui rêve depuis plus de 6 mois de prendre un bain, de dormir dans un vrai lit et de manger à sa faim. Il a tout supporté depuis qu'il a réussi à pénétrer les abords de cette ville grise. Se nourrir de sandwichs sous vide avariés et jetés au rebut dans les containers du centre commercial, dormir sur un canapé convertible défoncé dans un squat, transporter des paquets douteux d'un point de la ville à un autre pour des sommes dérisoires, partager une chambre minuscule au refuge de la bonne charité, où 2 de ses compagnons d'infortune ont d'abord tenté de le détrousser, puis de le tuer à coups de pied. Se débarbouiller tous les matins dans les toilettes immondes de la gare centrale. Alors, qu'importe, même si l'offre de cette vieille sauterelle de Margaret Willington n'est pas aussi alléchante qu'elle semble lui susurrer, il ne peut les conduire. Et, 15 minutes plus tard, il a apposé sa signature tremblante en bas du document contractuel élaboré par l'association de bienfaisance Nos chers anciens. Miss Willington le transporte ensuite avec le plus grand plaisir dans sa vieille guimbarde poussive jusqu'à la demeure de son nouvel employeur, Gédéon Vlatko. Et elle l'abandonne lâchement devant une monstrueuse ruine en pleine campagne. Pas âme qui vive à moins de 30 miles. Autour, dans le parc, le lierre, les ronces, les cailloux et les herbes folles s'ébattent et se disputent la place. Tous les volets de l'immense bâtisse sont clos et un calme lugubre déchire les tympans de Vittorio Adil. Il emprunte gauchement l'escalier monumental qui mène à l'imposante porte d'entrée. Les marches sont si délabrées qu'il manque de défaillir à plusieurs reprises. Puis, prenant son courage à 2 mains, il agite timidement une clochette qui grêle dans le silence mortel. S'ensuivent alors une série de grognements accompagnés de martèlements étranges. Et lorsque la porte grince, Vittorio Adil est alors nez à nez avec un repoussant vieillard. Ses cheveux d'un blanc jaunâtre dégringolent sur ses épaules. Il a des yeux gris et rétrécis de crocodile et des chicots noirs ornent en abondance son sourire glaçant.
Son corps voûté semble presque replié sur lui-même. Et pour couronner ce pénible tableau, le gnome porte sanglé à son genou gauche une prothèse en bois en guise de mollet et de pied, tandis que de la main droite, il s'appuie sur une béquille. Avec une haleine fétide qui suinte l'alcool, il crache en direction de Vittorio Adil. « C'est toi la nouvelle ? Enfin, plutôt le nouveau. Prends tes frusques, tu commences tout de suite. Je veux dîner. » Journal de Gédéon Vlatko, 28 juillet. La vieille bite tremble à l'idée de perdre sa commission sur le placement de domestique qu'elle pensait réaliser avec Anne-Marie. Donc, depuis que la petite a officiellement disparu, Maggie, pour les intimes, s'est empressée de me trouver un remplaçant. Elle n'est certainement pas très féministe, mais il s'agit pourtant d'un freliquet maigrichon comme un clou. Voilà qui rend la situation nettement plus captivante. L'individu en question, un nommé Vittorio, vaguement italien, prétend ne pas comprendre notre langue. Je n'en crois rien. Il est malin comme un singe et jauge mes moindres gestes. Sa tambouille est succulente et il maîtrise quelques rudiments en matière de nettoyage. Je le crois assez intelligent pour apprendre à jouer aux échecs. Il m'intrigue. Il semble perpétuellement habité par un calme Olympia, quelles que soient les circonstances. À ce jour, jamais il n'a bondi de frayeur lorsque je jaillis derrière lui sans autre prévenance. Je compte le garder quelque temps à demeure avant de m'en débarrasser au fond du jardin. Le jeu en vaut la chandelle. Je m'en séparerai dès que j'aurai réussi à le glacer d'effroi, juste comme il faut. Voilà 3 semaines qu'il est au service de Vlatko et Vittorio Adil ne bronche jamais. Les crachats, les toilettes à récurer, les insultes, les brimades, les réveils nocturnes intempestifs sous des prétextes plus fallacieux les uns que les autres, il endure tout, car il possède ici un lit, une chambre et un cabinet de toilette privé. Enfin un territoire bien à lui. Et il mange à peu près à sa faim. Vlatko aime la bonne chair et apprécie ses talents de cuisinier. Lorsqu'il part en course, non sans l'avoir enfermé à double tour dans sa chambre, il rapporte toujours des denrées exquises et Vittorio prend au moins du plaisir à confectionner les repas. Un soir, Vlatko dépose un billet fripé de $100 sur la table de la cuisine et glapit. Si tu gagnes cette partie d'échecs, il est pour toi. Raclure. Vittorio Adil se tait. Par instinct de survie, il s'est toujours empressé de laisser gagner Vlatko. Il a tout de suite deviné qu'en cas de victoire, la colère et le dépit de son adversaire seraient terribles. Pourtant, Vittorio Adil est un excellent joueur d'échecs. Dès l'âge de 7 ans, il a appris avec son père. Lorsque les après-midi étaient trop brûlantes pour travailler au champ, son père l'emmenait sous les arbres et sortait un petit jeu d'échecs portatif. Le plateau et les pièces avaient été sculptés par son grand-père 45 ans auparavant. Plus tard, Adil avait marché plusieurs jours jusqu'à la ville et servi chez des Blancs, des gens très corrects qui l'avaient toujours bien traité. Il n'avait pas encore 16 ans qu'il jouait aux échecs le soir à la veillée avec monsieur. L'année suivante, la famille avait dû quitter précipitamment le pays. Avant de partir, monsieur avait serré Adil dans ses bras en pleurant, puis lui avait donné un bout de papier froissé. « Tu iras chez lui de ma part. C'est un ami. Tu es un garçon si intelligent. Tu dois apprendre. Mon ami t'apprendra. » Et non seulement Adil avait appris un métier, celui de plombier, mais il avait aussi continué à jouer aux échecs et à ainsi parfaire ses qualités de stratège. Puis, de nouveau, le sort avait joué contre lui et avait balayé sa vie paisible. La guerre avait éclaté et Adil avait dû échapper à un enrôlement forcé dans l'armée. Alors, ce soir-là, le billet sur le coin de la table de la cuisine offre une tentation trop forte. Adil remporte le match d'échecs haut la main. Cependant, avec un sourire sardonique,
Vlatko enserre tel un rapace le billet de 100 $ et éructe. Saleté de Rital. Tu n'auras pas un sou. Qu'est-ce que t'as bien pu croire, pauvre débile? L'après-midi suivant, alors que le vieux s'endort sous le porche dans son fauteuil à bascule, en cuvant la demi-bouteille de whisky qu'il s'est enfilée en une matinée, Adil en profite pour fouiller de fond en comble la maison. Il cherche l'argent. Sans ce précieux butin, Adil n'envisage pas de fuir ce taudis et ce vieil acariâtre. Il cherche tant et si bien qu'il déniche enfin le magot du gnome. C'est une boîte à chaussures cabossée, dissimulée dans un vieux poêle obsolète, qui contient plusieurs milliers de dollars en petites coupures. Avec précaution, il s'empare des piles de billets soigneusement maintenus par des élastiques et les cache dans son petit sac de voyage, juste derrière la cuvette des toilettes de sa chambre. C'est décidé. Il se sauvera cette nuit. Journal de Gédéon Vlatko, 28 août. Ce saligo a voulu se faire la malle avec mon argent cette nuit. J'ai toujours su qu'il fallait m'en méfier. Il va payer. Il va payer très cher. En attendant, j'ai enfermé cette petite ordure à double tour dans sa chambre et confisqué ses papiers d'identité. Il a juste le nécessaire, un robinet pour boire et des chiottes pour vomir de trouille. Je vais le laisser mariner toute la nuit. Et même jusqu'à l'arrivée demain matin de cet épouvantail de Margaret Wellington. J'hésite à m'en débarrasser juste après la soi-disant visite de courtoisie de la Wellington. Une fois qu'elle aura récupéré quelques monnaies pour sa pomme. Saleté de ragure de Vittorio. Il ne perd rien pour attendre. Vittorio tourne en rond dans sa chambre comme un lion dans une cage. Il est 20h et voilà bientôt 12h qu'il est prisonnier. Des martèlements furieux résonnent sous le plancher. C'est son geôlier qui fracasse de sa canne le plafond de l'étage inférieur pour se rappeler à son bon souvenir. Adil tente de calmer l'angoisse qui l'envahit. Il sent la mort qui rôde un étage plus bas, prête à l'étreindre dès que le moment sera propice. Il pense à son grand-père, à son père, à monsieur et au compagnon qui lui a appris la plomberie. Pour se distraire de la peur, il scrute la tuyauterie du cabinet de toilette avec attention. Le lavabo, puis la chasse d'eau des toilettes. C'est alors qu'une idée lui traverse l'esprit. Miss Wellington, égale à elle-même, lunettes sur le bout du nez, pousse prudemment la porte entr'ouverte de l'immense maison de Gédéon Vlatko. À vrai dire, elle n'éprouve aucun plaisir à ce qu'elle nomme une petite visite de courtoisie. Mis à part bien sûr les quelques dollars qu'elle reçoit en guise de remerciement si le domestique qu'elle a placé donne satisfaction. Un silence bizarre règne dans l'antichambre. Contrairement à son habitude, Vlatko ne l'attend pas, tapis dans un coin sombre, prête à lui sauter à la gorge. Elle déteste cet homme et ne ménage pas sa peine lorsqu'elle doit le rencontrer. Mais où est-il ? Il semble que les étages soient vides de sa présence et même de toute présence humaine. Pas la moindre trace du gosse, pas de Vittorio non plus. Lorsqu'elle tend l'oreille avec plus d'attention, intriguée, elle perçoit un petit bruit curieux qui vient du fond du couloir, plus précisément de la chambre de Vlatko. Au fur et à mesure qu'elle s'en approche, le tintement devient plus clair et plus régulier, presque inquiétant. Monsieur Vlatko, Monsieur Gédéon, si c'est encore une de vos blagues, elle n'est pas tout à fait de bon goût. Je n'ai jamais apprécié de jouer à cache-cache et... Oh mon Dieu! Ah! Le spectacle qu'elle découvre la laisse interdite. Gédéon Vlatko, couché dans son lit,
a reçu le faux plafond sur lui. Imbibé d'eau, il s'est écroulé sur le vieil homme pendant son sommeil. Probablement la nuit dernière. Miss Willington distingue à peine le visage ensanglanté de Gédéon Vlatko, qui se trouve littéralement enseveli sous le plâtre et les gravats gorgés d'eau. Le lancinant goutte à goutte poursuit son chemin inexorable à travers le plafond, tandis que Miss Willington tente de retrouver ses esprits. Au premier étage, Gédéon Vlatko est mort. Au deuxième étage, Vittorio Adil, lui, est bien vivant. Barricadé derrière une armoire, il patiente sagement. Il attend son heure. L'heure où la porte de sa chambre sera défoncée par la police, l'heure où les agents de la force publique et Miss Willington auront définitivement quitté les lieux, l'heure où il sera enfin seul et aura recouvré sa liberté, l'heure où il cherchera tranquillement dans la maison le trésor du vieux et ses papiers d'identité, et l'heure où il aura tout son temps pour remettre en place le flotteur de la chasse d'eau et fermer le robinet des toilettes. Et maintenant, chers auditeurs, en attendant la prochaine fois, continuez de trembler. Nous adressons nos salutations les plus noires.